Par exemple, pour ma ganache à la menthe, je fais comme un thé. Tu vois, je fais de l'eau, du chocolat et la menthe. Et toutes mes ganaches aux herbes, on utilise de l'eau. L'eau remplace quel ingrédient? La crème. Tu mets de l'eau? C'est dingue ça. Dans le chocolat. Ouais. Salut, c'est Toto. Bienvenue dans Les Chefs se mettent à table, l'émission où les grandes toques de la gastronomie française nous ouvrent leur cœur et leur cuisine. Et vous l'avez vu ici, vous avez compris, on n'est pas dans les cuisines là. Non, on est dans un hors-série spécial Pâques. Pâques, c'est là, c'est ce week-end. Et donc à Pâques, qui dit Pâques dit chocolat. Et qui dit chocolat dit ici. Moi, je voulais impérativement, je l'ai un peu embêté pour vous emmener ici parce que j'adore. Voilà, cette femme a un talent fou. Ses chocolats sont dingos et je voulais impérativement vous présenter son travail, sa vie, son œuvre. Elle est là-bas, elle nous attend. On est chez Jade Génin, là, ici, en direct de Paris. Ici, là, vous avez l'Opéra, donc on est vraiment dans le centre. Et Jade est de l'autre côté, dans son atelier, où elle nous attend et elle va nous expliquer comment elle fait tout ça, là, ses qualités de chocolat, tout. Voilà, elle nous attend, elle est là. Donc qu'est-ce que je vous dis? Vous, installez-vous confortablement et allons-y, je vous emmène pour un épisode génialissime, tout en chocolat, en rondeur, en délicatesse. C'est parti, allez hop, comme moi, rondeur, délicatesse. On y va? Allez hop. Mille merci de nous recevoir ici. Avec plaisir. Je commence toujours par la même chose, donc allez, j'y vais. Okay. On est disponible en podcast aussi. Trop bien. Donc il y a des femmes et des hommes là qui font, je sais pas, qui courent, qui sont au travail, qui cuisinent. Aussi. Ils nous écoutent, donc ils ne nous voient pas. Donc il faut bien décrire. Donc peut-être que tu peux commencer par nous dire qui tu es, où on est, une petite présentation rapide avant qu'on saute dans le vif du sujet. Ça marche. Donc moi je suis Jade Génin, je suis chef chocolatière et chef d'entreprise. J'ai monté ma chocolaterie il y a 3 ans. Et depuis, je cours un peu tout le temps parce que être chef, c'est un boulot énorme. Être chef d'entreprise, c'est un autre boulot énorme. 2 casquettes. Ouais, et du coup, ça me prend tout mon temps, mais évidemment pour mon plus grand plaisir. Donc j'en suis ravie. Génial. Bon, on attaque. Allez, action-réaction. Première toute. Ah oui, donc vous allez voir. On est dans l'atelier. On est dans l'atelier, exactement. Dans l'atelier. La boutique est juste derrière nous. Donc la boutique et l'atelier sont attenants. Oui. Exactement ça. On ira voir tout à l'heure dans la boutique, on vous montrera toutes tes petites réalisations là pour Pâques. Absolument, j'ai spécialement installé pour toi en vrai la boutique pour Pâques. Génial. Et là du coup, en même temps qu'on discute, je fais de la peinture, comme ça j'avance parce que comme tu le sais, c'est la course pour Pâques. C'est ça. Donc tout le temps pris est intéressant. Moi j'adore de te voir comme ça travailler, je trouve ça tellement fascinant, tellement beau à voir, c'est captivant. Eh bien écoute, on attaque. Ma toute première question, c'est quoi toi ton premier souvenir de… Normalement je demande de plat, mais là c'est pas forcément de plat, mais ce serait… T'as quoi toi comme rapport aux produits, aux belles choses, aux bonnes choses? Oh là là, mais attends, ça fait plusieurs questions ça. Ah ouais. Ça fait plein de questions. Ouais. Alors, j'ai évidemment un rapport très particulier à la gastronomie et aux produits, parce que mon père est un grand chef pâtissier et chocolatier qui se définit, et à très juste titre, comme un homme de produits. Ce qui fait que, depuis que je suis toute petite, son obsession, c'était de m'apprendre le goût du bon produit et, comme il le disait tout le temps aussi, la personne qu'il y a derrière. Du coup, depuis que je suis toute petite, j'ai été sensibilisée à ça. Et pendant hyper longtemps, j'ai d'ailleurs eu un super gros décalage avec mes amis sur les attentes que j'avais sur le manger. Parce que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui arrive à 30 ans, 35 ans, tu vois, très logiquement, avec un peu plus de moyens financiers. Ouais. Et peut-être après avoir fait 2-3 conneries, donc on peut se canaliser sur autre chose. Moi, ça a toujours été quelque chose d'hyper cardinal dans ma vie et d'hyper important. Donc j'ai effectivement un rapport très spécial aux bons produits, aux vrais produits, qui m'accompagne aujourd'hui dans ma chocolaterie, et je dirais la première valeur de mon entreprise. J'expliquerai, un peu plus tard j'expliquerai, vous inquiétez pas pourquoi ça, je te l'avais dit, ça va encore durer. Allez, je vous le dis, j'avais dit à Jade, le réalisateur peut se cogner dans 2 ou 3 trucs potentiellement. Bon voilà, c'est arrivé, on a démarré depuis 2 minutes, il s'est cogné 6 fois. C'est très drôle. Et voilà. Mais alors attends, parce que du coup je saute sur ce que tu dis. Oui.
Oui. Comment concrètement ça se, je veux dire, comment ça se réalise ça ton repas? C'est-à-dire qu'il t'appelle, il te dit viens, goûte-moi ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Comment c'était quoi? Il te faisait goûter, il t'emmenait au travail, c'était à la maison? Ça s'est manifesté par plein de choses. Donc déjà, à la maison, quand j'étais petite, par exemple, si tu veux une anecdote, quand j'étais vraiment petite, quand on mange des pots, je sais pas jusqu'à quel âge c'est, mais... Ouais, genre 5-6 ans quoi. Un peu plus? Plus jeune. En tout cas, mes parents, ils ont toujours voulu que je mange que des mono-purées quand j'étais petite. Donc, que carottes, ou que pommes de terre, ou que patates douces. Mais ils voulaient jamais qu'on mélange. Jamais de bigou. Non. Pas de bigou. Non. Impossible. Parce qu'ils disaient, pour éduquer le palais, impossible. Ah ouais. Et du coup, pendant hyper longtemps, que ce soit le sucré, le salé, le truc, j'ai eu que des... Ouais. Et c'est venu ensuite hyper tard. Après, je pouvais avoir au cours d'un même repas plusieurs ingrédients, mais c'était jamais mélangé. Attends, à 5-6 ans, tu fais comment quand tu vas manger chez des copains? Alors chez des copains, ça va. Bon, ça va. Okay. Mais par exemple, t'es pas psychorigide quand même en disant c'est quoi ça? Non, mais pendant hyper longtemps, j'avais du coup mon manger du midi quoi, qui me ramenait. Pour que j'ai un peu cette éducation du goût. Donc ça pouvait se manifester pour ça. Ça se manifestait aussi que mes parents m'ont toujours emmené. Mes parents sont évidemment fanatiques de bonne bouffe et de gastronomie. Et ils m'emmenaient toujours au restaurant, depuis que je suis toute petite. Alors que tu peux avoir certaines personnes qui vont dire les enfants, on les emmène pas au resto. Les enfants, on leur prend le menu enfance que mes parents ont toujours trouvé qui était une aberration parce qu'ils trouvaient qu'il y avait pas de raison. Donc, tu as toujours mangé dans des restos les mêmes comme que tout le mes monde. Parents. Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que t'as j'imagine que tu as quand même des souvenirs incroyables. Ah bah, bien sûr, j'ai des souvenirs incroyables et c'est sûr que le goût, comme le reste, ça prend. C'est sûr. Et du coup, c'est vrai que par rapport à la plupart des gens, j'ai développé un palais qui est assez fin. Et un odorat hyper fin. Ah bon aussi. Oui. Oh, c'est fou ça. Pour un artisan du goût, c'est plutôt pratique. Mais du coup, ceci entraîne cela, tu vois. Tu as aussi cette capacité de capter les goûts, de comprendre le bon produit. Et du coup, nécessairement, je pense que ça crée aussi de l'intérêt qui fait que tu as envie de t'orienter dans cette direction. Et c'est un cercle vertueux, quoi. Je pense que pour avoir de l'intérêt pour un domaine... Si tu as eu un éveillement précoce, ça aide. Oui, forcément. Et du coup, tu t'es dit, toi, que tu t'en ferais ton métier ou pas forcément? Non, pas du tout. D'accord, donc tu voulais faire quoi? Au début, pas du tout, parce que donc mon père est d'une génération plus ancienne, disons. Et à sa génération, ça commence à changer depuis 15 ans, mais tu sais, à sa génération, vraiment, le fait d'être chef, c'était vraiment pas du tout un choix. Aujourd'hui, maintenant, je pense que c'est un peu différent. Il y a eu la médiatisation du métier, la mise en avant. Et tu as des gens pour qui c'est plus un choix réel. Mais au départ, c'était vraiment un non-choix. C'est-à-dire à l'époque où mon père a été orienté, c'est-à-dire à 13 ans, à cette époque-là, mon père a 65 ans aujourd'hui, c'était un non-choix. Et du coup, mon père, il a toujours eu un peu l'obsession de se dire je veux que ma fille, elle ait la possibilité de faire des études. Et ma mère, qui, elle, venait d'un milieu plus intellectuel que mon père, était médecin et du coup avait aussi la même vision. Donc ils m'ont plutôt tous les deux orientés dans l'idée de... Tu feras des études, ma fille. Ouais, voilà, c'est ça. Et même mon père, alors que lui-même est chef et passionné, il avait envie que je fasse des études parce que ça lui semblait être une vie plus douce. La double casquette et peu tout rémunérateur, tu vois, et même en tant qu'employé. Alors du coup, pour répondre à ta première question, moi j'ai d'abord été avocate. Et quand je compare mes copains avocats aujourd'hui et les gens que je peux fréquenter du milieu de la gastronomie, que ce soit mes employés, que ce soit d'autres chefs et tout, l'investissement fourni peut être équivalent, mais la rémunération à la fin n'a rien à voir. Hein. Même moi, si je vois des employés que j'ai qui vont se donner à fond, ils n'ont pas la même rémunération qu'un copain à moi qui est avocat qui va bosser autant. Je ne dis pas que c'est justifié, pas justifié. Oui, bon. C'est un constat. En tout cas, voilà, c'est comme ça. Donc c'est vrai que si tu n'as pas la passion du métier, ce sont des métiers qui sont assez durs. Donc je comprends la démarche de mon père qui s'est dit je préfère qu'elle fasse des études. Donc j'ai été élevée comme ça s'est très bien passé, j'ai adoré, j'ai fait des études de droit. Le droit c'est absolument passionnant parce que c'est lié à toutes les sphères de la société. Donc je trouve qu'en tant qu'étudiant,
c'est trop chouette parce que tu découvres plein de choses sous un prisme éduqué. Et du coup, j'ai vraiment eu l'impression pendant 5 ans de comprendre plein de choses. Tu vois, je me rappelle distinctement voir le journal télévisé après quelques cours de droit et me dire je comprends vachement mieux la Constitution. Tu étais déjà dans l'analyse. Ouais. Donc ça m'a beaucoup plu. Je me suis pas posé de questions pendant mes études. Comment tu fais pendant tes études pour on va dire continuer ta passion du goût, du produit? Tu fais quoi? Tu sors, tu vas au resto, tu manges? Je mange. Moi, ma passion, elle s'exprime beaucoup par la consommation. D'accord. Donc, je mange beaucoup. Je vais hyper régulièrement à l'atelier de mon père. Au-dessus du Marais? Ouais, c'est ça. Donc, je traîne beaucoup là-bas, même pas mal de fois. Je suis une bonne vivante, donc j'ai toujours beaucoup sorti. Et quand j'étais étudiante, encore plus. Et il y a plein de fois où mon père travaille comme un malade, donc il termine très tard. Et toi, tu rentrais? Et il y a plein de fois, à 2-3 heures du mat', j'étais complètement arrachaxe et j'allais manger un gâteau avec papa, tu vois. Qui est aussi un bon vivant, donc ça le faisait beaucoup rire. Mais tu vois, j'avais des petits rituels comme ça. Que je garde comme des souvenirs hyper précieux. Une fois, c'était pendant la période de la galette et j'étais allée avec 10 copains, on sortait de soirée et je sais que mon père, quand il fait les galettes, il travaille jusqu'à 8h du mat', il enchaîne les cuissons devant le four. Et du coup, j'avais dit « venez, on va manger une galette et tout ». Et je sais que papa, ça lui fait aussi hyper plaisir parce que quand il travaille toute la nuit, de temps en temps, quand tu as une petite respiration, c'est cool. Clair, ça doit lui changer l'esprit un petit peu quand tu as passé 6 heures devant un four. Ouais, c'est ça. Donc, je mangeais tout le temps, je traînais tout le temps à l'atelier, j'allais aider mes parents aussi pendant les grosses périodes, mais tu sais, de manière hyper naturelle. En fait, je pense que tous les enfants de restaurateurs ou d'artisans, comme c'est des métiers que tu peux facilement communiquer, hyper naturellement, dès que tes parents ont besoin d'aide, tu vas filer un coup de main. Donc vraiment, ça faisait partie de mon quotidien, sans que je me pose de questions, parce que tu sais, c'est mes parents. C'est naturel, quoi. C'est ta vie. Oui, voilà. Donc c'était hyper intégré à mon quotidien. Aussi, quand tu grandis, que tu commences à vouloir un peu d'argent de poche et compagnie, hyper facilement, mes parents m'ont dit, viens nous filer un coup de main, tu vois. Donc j'ai fait pas mal d'été aussi. Pour eux, les rotations de vacances et tout, donc moi, je remplaçais les gens quand ils partaient en vacances. Et voilà, ça faisait partie de ma vie. J'avais un équilibre entre mes études, le temps que je passais à la chocolaterie, ce que ça me permettait de faire découvrir aux gens. Moi, j'étais hyper fière aussi quand je ramenais mes copains, tu vois. En même temps, un millefeuille minute, ils sont... le salon thé, c'était fou. Hein. Il est redoutable, le millefeuille minute. Hein. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ça change tout. C'est vrai que, comme tout, hein, la pâtisserie, la chocolaterie... Plus c'est instantané, meilleur c'est. Mais même sur le chocolat, alors que les gens vont pas naturellement se le dire, mais même sur le chocolat, si tu goûtes la ganache quand elle vient d'être faite, quand elle vient d'être enrobée, tu vas avoir un truc... de dingue. De dingue. Beaucoup plus compliqué avec le chocolat, surtout que les gens sont pas éduqués sur le chocolat est un produit frais. Alors ça, tu vas nous expliquer tout ça parce que j'y connais rien, mais je goûte. Mais donc j'ai hyper envie que tu nous expliques tout ça. Juste avant... Je te regarde là, tu es à ton 6e œuf. Oui. Et je t'ai pas posé une seule question, donc on va faire une petite. On est rendu à la fac. Stop. Juste qu'est-ce que tu fais là? Tu vois. Et après on reprend sur la fin de la fac. Alors là, tu verras que moi aussi je passe du coq à l'âne. Là tu fais quoi? Là tu peins. Là je peins les œufs. Donc dans la chocolaterie que j'ai créée depuis 3 ans, on a différentes choses qui composent notre identité, sur lesquelles on va revenir. Parmi lesquels la peinture. Donc tous nos chocolats sont décorés à la main, au pinceau, en utilisant des pigments naturels qui sont dissous dans du beurre de cacao. Le beurre de cacao, c'est la partie dans le chocolat qui fait que le chocolat passe de l'état liquide à solide. Okay. En gros, c'est comme le chocolat blanc si tu enlèves le sucre et le lait. Okay. On met nos pigments naturels dedans, qui sont en fait... des épices ou des fruits ou des légumes déshydratés. Là, en l'occurrence, le rouge, ça va être quoi? Là, ça va être un mélange de radis, betterave, qui est savamment fait par pas moi, et qu'on ajoute dans le beurre de cacao. Et il y a un goût, il n'y a pas de goût? Non, il y a bien de goût, il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût, c'est vraiment uniquement... esthétique. Esthétique. Okay. Pourquoi? Parce que nos chocolats
Enfin, moi, ce que j'aime, c'est une esthétique qui est assez marquée, mais assez épurée. Donc, tous les chocolats, les bonbons de chocolat, je parle pas de la collection de Pâques où c'est particulier, mais nos bonbons de chocolat ont tous la même forme. Notre forme iconique, c'est le pyramidion, qu'on pourra voir tout à l'heure. Donc, c'est un petite pyramide. Ils ont tous la même forme. Et du coup, pour les distinguer, comme on a énormément de parfums, parce que ça, c'est un des autres éléments de notre identité, c'est que j'essaye de me placer hors des sentiers battus de la chocolaterie en proposant donc des parfums assez travaillés. Ouais. On y reviendra. Oui. Du coup, on les distingue par un petit coup de pinceau qui donne une couleur. Et à Pâques, comme c'est un moment où l'artistique est plus mise en avant que le reste du temps, bah là c'est trop chouette parce qu'on a des grosses pièces. Donc là cette année, on a une belle collection d'œufs. On a des grosses pièces qu'on peut vraiment bien ornementer avec de la peinture. La peinture que j'aime bien aussi parce que très souvent dans le chocolat, voilà, une des bases du chocolat, c'est le moulage. Le moulage, en gros, ton chocolat prend la forme du moule. Le voilà. Là, on a un moule d'œuf. Là, on a un moule d'œuf. Classique. Exactement. C'est ça ce que tu es en train de faire là? Ouais, c'est ça. C'est celui-là? Absolument. Tu peux le. Ouais, bien sûr. Tu peux nous le montrer? Alors celui-là, c'est un proto, c'est pas le plus joli, mais bon, c'est pas grave. Mais globalement, ça fait 3 semaines qu'il est dans l'atelier. Le résultat, ce sera ça. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc en fait, on le verra tout à l'heure, ils sont encore plus brillants. Celui-là, il a un peu pris la poussière, etc. Ouais, mais déjà, ça donne. C'est joli, il y a un côté marbré qui est magnifique. Et ouais, c'est inspiré du kintsugi. Je sais pas si je prononce bien, c'est un art traditionnel japonais. Où on répare les objets cassés avec de la colle et de la feuille d'or pour mettre en valeur les cassures. Ce qui est lié au thème de notre collection de Pâques, qu'on abordera probablement tout à l'heure. Volontiers. Voilà. Puisqu'on est sur un spécial Pâques, Ah oui, c'est pas probablement, c'est même sûr. Génial. Et du coup, on est en train de faire ça. On met la peinture dans le moule et pas sur le chocolat. Ça va permettre déjà d'avoir quelque chose de parfaitement lisse. Et surtout d'avoir une meilleure brillance. Parce que si je peins sur l'œuf, tu vas avoir quelque chose de mat et puis surtout de pas parfaitement lisse. Donc là, tu as peint ici et ensuite tu fais l'effet inverse, c'est-à-dire que tu vas verser le chocolat, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc d'abord, on a fait les traits or, tu vois. Oui. Après, on met le rouge et après, on va verser le chocolat. Ce qui va nous permettre d'avoir un rendu parfaitement lisse. Et ce que j'aime bien avec la peinture, c'est que je trouve que c'est une mise en avant supplémentaire du travail artisanal, en plus de l'effet moulé, parce que si tu veux, le moule, il est fait et c'est le chocolat qui prend la forme du moule. Donc j'aime bien avoir ce côté impactant sur le produit qu'on vend. C'est génial. Bon bah voilà, ça c'était juste la partie, on en fera plein, tu verras que je risque d'en faire plein d'autres. Très bien. Non mais c'est quand même, ça me... Donc là ça va sécher, une fois que c'est sec, tu vas mettre le chocolat dedans. Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Ok. Alors, il y a 2 couches en vrai, mais oui. Donc, c'est un process qui est assez long, parce que là, tu vois, on fait juste le fond rouge. Ouais. Avant ça, j'ai fait les petits traits dorés qui sont quand même assez minutieux. Oui. Il y a une deuxième couche de peinture. Une fois que c'est sec, tu passes une deuxième couche pour que ce soit vraiment super bien appliqué, etc., j'imagine. Et après, on aura le moulage, le garnissage, le collage. Donc, c'est des pièces qui sont assez... C'est fastidieux, c'est quand même... tu fais pas ça en... Tu vois que c'est pas industriel et que tu fais pas ça en 3 minutes, quoi. Non, c'est long. Il y a un peu de boulot, quoi. Ouais, c'est long. Et globalement, je pense que c'est un peu ce qui caractérise tous les chocolats qu'on fait, c'est qu'ils sont particulièrement... long et compliqué à produire. Même dans notre gamme quotidienne. Ouais, Même dans notre gamme quotidienne. Alors là, tu vois, la peinture se voit plus parce que la pièce est grosse, mais sinon, en fait, on a les mêmes étapes. On a la peinture, le moulage, le garnissage, tout est fait à la main. Même sur tes petites pyramides? Ouais, bien sûr. Ouais. Et évidemment, il y a la préparation du garnissage. Donc des pralinés ou des ganaches. Oui. Et là-dessus, on s'éclate bien, nous, parce que justement... Alors moi, je m'inspire beaucoup de la cuisine salée, pour reboucler avec ce que je te disais tout à l'heure. Je m'inspire beaucoup de la cuisine salée, donc on a des associations qui sont assez chouettes. L'idée, mais je pense qu'elle est 100% façonnée par l'éducation culinaire que j'ai eue, tu vois, c'est que moi, ce que je recherche beaucoup dans ce que je mange ou que je goûte, c'est la surprise, mais la bonne surprise, évidemment, tu vois. Et du coup, c'est aussi ça beaucoup que j'ai envie de transmettre. Des choses un peu étonnantes.
qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Tout en étant bien réfléchi, parce que tu peux aussi vite proposer n'importe quoi et ça sort de l'ordinaire, mais du coup, c'est pas qualitatif. Donc, il faut le bon juste équilibre. milieu. Ouais, c'est ça. Et du coup, sur nos chocolats, vraiment, on a des saveurs qui vont être hyper recherchées ou hyper différentes. Par exemple, on a un chocolat au basilic, thaï et à la coriandre qui est inspiré de la soupe feu, parce que ce sont les herbes principales que tu vas retrouver dedans. On avait un chocolat pignon de pin et lavande caramélisée. Il y a pas mal de choses en ce moment. On en a un hyper chouette à l'anis étoilé, mais qui est travaillé de manière hyper intense pour que ça rappelle vraiment le pastis à certains, ou les petites bonbons anis. Donc voilà, donc on s'éclate bien, et l'idée c'est de proposer un chocolat gourmet et pas uniquement le chocolat que tu manges quand genre j'ai trop envie d'un truc sucré, tu vois. Alors c'est ça qu'il faudra que tu me parles. Moi, ce que j'ai noté avec tes chocolats, au-delà de ce que tu disais des saveurs, etc., c'est la puissance aromatique. Dans cette petite chose-là, qui est dans l'absolu pas grosse, pas grande. Et c'est fait, ils sont pas gros du tout. Il y a une puissance aromatique qui est incroyable. Alors que tu te dis qu'il faudrait que tu aies un morceau énorme pour avoir une telle puissance en bouche. Moi, c'est ça qui me surprend le plus avec tes chocolats. C'est la puissance, mais au bon sens du terme. Oui, bien sûr. Ça me fait penser, tu sais... quand tu vas dans un grand restaurant étoilé et qu'une petite bouchée, tu as des saveurs remarquables. C'est la même chose. C'était exactement c'est exactement ce que je voulais. En fait, moi, avec du coup cette idée, tu vois, de proposer un chocolat gourmet, il y a aussi l'idée de dégustation et d'échange qui va avec. Donc l'idée, c'est que tu puisses manger 5-10 chocolats à la suite, d'où le petit format. Oui. Mais moi, pour servir mon propos, effectivement, il faut un truc un peu intense, comme quand tu vas dans un resto gastro, tu manges un truc et ça explose un peu. C'est exactement ce que je ressens quand je goûte tes chocolats. C'est exactement ce que je voulais faire passer. Donc, t'as bien réussi. Du coup, tu nous expliqueras à un moment comment tu arrives à avoir une telle concentration. Alors, maintenant, tu veux Non, tout à l'heure. Tout à l'heure. Non, je veux que tu nous racontes la fin de tes études. Qu'est-ce que tu fais après? Donc après mes études, je deviens avocate. Ok. Je deviens avocate pendant 2 ans et demi. Ouais. Et très rapidement, au bout de 6 mois, je vois que... Parce que du coup, j'ai beaucoup moins de temps. Quand tu travailles, tu as beaucoup moins de temps que quand tu es étudiant. Donc j'ai aussi beaucoup moins de temps d'être à la chocolaterie, que ce soit le week-end, pendant les vacances pour aider. Quand j'ai commencé à travailler, c'était la première année où à Noël, je pouvais pas... Aider? Ouais, parce que j'avais pas de vacances, j'avais commencé en septembre, j'avais pas de vacances à Noël. Par ailleurs, je faisais de la fusion-acquisition, donc tu travailles énormément. Oui. Donc j'avais pas du tout le temps et ça m'avait vraiment un peu... T'as un manque qui est né? Ouais, j'ai un manque qui est né, mais que j'ai pas tout de suite interprété. Tu vois, tu me dis, bon, ça me manque et tout, j'ai pas tout de suite forcément interprété ça comme un manque. Ouais, voilà. Et après, le chemin faisant, au bout d'un moment, je me suis dit, non, en fait, j'aimais beaucoup mon métier, mais je me suis dit, non, je veux faire du show. J'ai pas envie que ça sorte de ma vie, en fait, parce que le jour où, du coup, mon père arrêterait, parce qu'il allait bien partir à la retraite un jour comme tout le monde, ça voulait dire que ça sortait de ma vie. Et vraiment, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, ah non, c'est impossible que j'ai plus cet élément dans ma vie, et même dans ma vie quotidienne, quoi. Et puis, j'avais pas envie d'être, tu sais, la personne qui disait « Ah ouais, mon père, il était chocolatier quand il rencontre quelqu'un qui travaille dans le chocolat. » Tu vois, je sais pas, l'idée me tordait un peu les boyaux, quoi. Et du coup, je me suis dit « Bon, allez, go, j'arrête et je vais faire du chocolat. » Et donc, tu t'es dit « Je vais me lancer ». Ouais, d'abord, je me suis dit « Je vais aller travailler », même si, en vrai, je connaissais déjà pas mal de trucs parce que j'avais beaucoup aidé mon père. J'étais dedans depuis que j'étais petite, donc j'avais déjà, je dirais, une très bonne formation, mais je me suis quand même dit il faut que j'aille travailler en pratique de manière quotidienne pour apprendre dans le détail l'art du truc, tu vois. Je me suis posé la question de savoir si j'allais chez mon père ou si j'allais ailleurs. L'idée d'aller ailleurs, c'est parce que je suis quand même relativement fière et indépendante, et du coup, l'idée de me dire que j'apprenais avec mon père parfois me... Ah oui. Ouais. Et donc, tu t'es dit, tiens, peut-être aussi voir autre chose, une autre manière de fonctionner ou autre, pourquoi pas Ouais, alors franchement, je me suis pas dit ça. Je me suis juste dit sur le côté, comme ça, je me suis débrouillée toute seule, tu vois. Mais pas sur le côté voir autre chose parce que
pour moi, et je suis 100% objective quand je dis ça, mon père, c'est le... Enfin, il n'y a pas grand-chose au-dessus, donc je me disais... C'est le GOAT. Ouais, donc je me disais... Comment on fait ça, justement? Comment tu fais, toi, quand tu es la fille d'un GOAT et que tu dis que tu veux aller sur ses traces, ou en tout cas, que tu veux faire tes propres traces, mais un peu dans le même métier, quoi. Tu vois. Et tu t'es pas dit, je vais être boulangère ou je vais être boucher, tu vois ce que je veux dire? Tu étais quand même quelque part dans le même... Oui. Donc comment tu fais pour te dire que tu as un peu un héritage, mais tu veux peut-être le casser? Comment tu... J'ai pas réfléchi. D'accord. Et je me suis dit, je me suis toujours dit, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, tu vois. Si je trouve mon identité, ma clientèle, mon truc, et ben du coup, fine, je ferai ma place. Et si je trouve pas, bah, c'est la vie, t'essayes. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Parce que il faut se lancer au départ si t'en as envie. Si t'en as pas envie, il y a plein de gens qui veulent pas. Oui, bien sûr. Mais ce que je constate, moi, en tant que consommateur, c'est que ce sont deux maisons avec le même nom, mais complètement différentes. Tu vois? Donc, tout ça, tu l'as fait juste en te disant, voilà la route que j'ai envie de tracer. Et t'es quand même, je trouve, t'as réussi à faire quelque chose de complètement différent. Vraiment, ton univers, ton truc, quoi. Parce que je pense que j'ai un univers qui s'est construit de manière complètement différente de mon père, qui a grandi dans les Vosges. Moi, j'ai grandi à Paris. Déjà, rien que ça, tu as une conception différente de la vie. On s'intéresse pas au même truc. Alors, il y a l'amour de la gastronomie qui nous rejoint, mais après, en dehors de ça, on est deux personnes hyper différentes. Oui, donc deux univers hyper différents aussi. C'est ça. Et je pense, par contre, tous les deux avec un caractère hyper affirmé. Et du coup, avec aussi un peu un truc avec un peu un truc aussi où on met ce qu'on a dans le cœur ou dans les tripes sur la table. Enfin, on essaye en tout cas. Mais tu vois, ni mon père ni moi, on est des gens tièdes. Et du coup, je pense que ça va aussi avec le fait de... Moi, quand je fais quelque chose, j'essaye toujours de trouver ça intéressant, bien. Je me dis pas, est-ce que ça va marcher, tu vois? Et je pense que papa fait pareil, il fait avec ses tripes, moi aussi, et du coup, on se dit pas, tiens, ça va marcher. Donc, tu vois, du coup, les choses sont pas tièdes. Ouais, je comprends. On va dire que ton point, toi, peut-être que je me plante, mais c'est pour ça, là, je te parle vraiment du consommateur. Ouais. Ton élément différenciant, c'est ta pyramide. Enfin, c'est ces choses-là ou pas forcément. Il y a plein de choses. La première, c'est évidemment le produit. Ça qui est commun avec mon père. C'est-à-dire que moi, la base de mon travail, c'est le goût, le produit. Donc je pars toujours d'un produit ultra qualitatif et surtout d'un produit frais et naturel. Donc j'utilise pas d'arômes, pas de produits ultra transformés, pas de glucose, pas d'additifs, pas de conservateurs, pas de sucre blanc. Ce qui paraît assez... commun pour de la cuisine, tu vois. Généralement, un chef, il va utiliser de la coriandre, du basilic. En revanche, dans le chocolat, dans la pâtisserie, moins, mais dans le chocolat, c'est pas du tout courant. C'est pas un usage. C'est pas du tout un usage. Les arômes et les colorants et le sucre blanc, c'est quand même ultra fréquent. Oui. Et moi, déjà, la première chose, c'est que je me bats vraiment contre ça. Mais le corollaire de tout ça fait qu'on a des chocolats qui sont des produits frais et qui ont du coup une durée de conservation de 15 jours. Et tu as un vrai travail pédagogique à faire avec les clients qui n'ont pas du tout l'habitude. Et moi, il y a déjà plein de clients qui nous ont appelés en disant qu'on leur avait vendu des vieux chocolats qui est périmés dans 2 semaines, quoi. Alors que non, c'est juste que tous les chocolats qui sortent d'ici, ils ont une DLC de 2 semaines. Tu vois. Pas de conservateur, pas de rien. Donc pas de conservateur, pas d'ajout de sucre. Nos pralinés, on les travaille avec des sucres de coco, des rapadura, donc le sucre est aussi un agent conservateur. On en met très peu, alors il y en a, les ganaches carrément elles moisissent au bout de 3-4 semaines, et les pralinés
ça reste des fruits secs, et même si c'est du sucre de coco, donc tu peux les manger, mais ils ont une stabilité esthétique qui est très mauvaise parce qu'ils sont très gras, comme on met pas beaucoup de sucre. Et du coup, tu sais, il y a le phénomène de blanchiment que les gens disent à tort, c'est un vieux chocolat quand ils voient ça. Mais en fait, c'est pas ça. C'est le gras qui remonte à la surface. Sauf que dans la plupart des chocolats, oui, c'est des vieux chocolats parce qu'ils ont tellement de sucre que le temps que le gras remonte, ça veut dire que c'est un vieux chocolat. Mais moi, en 2 semaines, pareil, blanchir. Qui c'est qui peut pas 15 jours, comment il peut tenir 15 jours sans manger du chocolat? Je sais pas. Non, mais c'est une vraie question. Normalement, c'est à la limite 15 heures, je veux bien, mais comment tu peux Ouais, non, il y en a qui... Puis je pense surtout, il y en a pour offrir. Parfois, ça les décontenance un peu. Je comprends. Et parfois, nous, on oublie. Tu sais, moi, c'est tellement ma norme que parfois, aussi, t'oublies. D'être pédagogue et de bien expliquer. Je pense que parfois, il y a aussi, tu vois, des oublis. Parce que pour le coup, c'est vraiment aussi un élément différenciant par rapport à certains autres. Parce que par rapport à, je dirais... la majorité. Ouais, la majorité, franchement. Donc ça, c'est la première chose, c'est la base. Dès le début, tu t'es dit, ce sera comme ça et no way, il n'y aura pas de... Non, impossible. Pas de négociation possible. Tout ce qui entre dans mes chocolats, je vais pouvoir, le manger à la cuillère. Et 2, que ce soit un produit qui parle, tu vois. Je vais pas mettre de trimoline, je vais pas mettre de... C'est quoi de la trimoline? Bah voilà, le glucose, tu vois ce que c'est ou pas? La trimoline, c'est un peu un truc qui ressemble, sauf qu'au lieu d'être transparent comme le glucose, c'est blanc. Et en fait, ça va permettre de conserver l'humidité, de prolonger la conservation. Je mets pas de sirop de sucre et tout. Non, je veux vraiment que tout ce qu'on met dedans puisse se manger à la cuillère. Ça, c'est la première chose qui va caractériser l'identité de ma maison. Ensuite, la deuxième chose, c'est cette approche gourmet que je te disais, donc avec des saveurs assez surprenantes, avec vraiment l'idée que c'est un chocolat qui se déguste et aussi où j'ai envie de créer l'échange, tu vois, que les gens ils aient envie de parler dessus. En ce moment, on en a un au basilic. Pas basilic taille comme tout à l'heure, mais basilic, juste basilic. Et vraiment, je trouve que ça évoque à l'infini le pesto, tu vois. Donc, quand tu le manges, tu as vraiment envie d'avoir une tomate avec, c'est assez surprenant. Et j'adore ce truc, tu vois, où les gens, ils vont dire genre, ça a vraiment le goût de pesto. Enfin, tu vois... C'est marrant, hein, c'est exactement comme ça que ça se passe à la maison. Ah bah trop bien. C'est exactement ça. Trop bien. Hop, c'est ça, mais c'est lequel? J'ai envie de le goûter, il est où? C'est exactement ça dans je cette trouve petite ça boîte. trop cool de provoquer l'échange sur le truc, alors que souvent ça va être quelque chose que les gens ils mangent comme ça. Ce qui est bien aussi, hein, moi aussi. On a une autre gamme, tu vois, les rochers, c'est vraiment le truc qui est fait pour manger devant la télé, une série et tout, tu les manges en 2 secondes. Mais mon intention première et l'identité de la maison, c'est pas celle-là. C'est le côté gourmet, surprise, dégustation. Et ensuite, le dernier point qui va caractériser un peu la maison, c'est que j'essaye d'avoir toujours un esthétique déjà assez reconnaissable, mais toujours qui sert un propos. Tu fais pas bleu pour faire bleu, c'est qu'il y a un truc derrière. Voilà, s'il y a un bleu, c'est parce qu'il y a une raison. Voilà, par exemple, les pyramidions, tu vois, alors ils sont pyramidales, oui, mais la petite taille a une raison, c'est pour la dégustation. Le côté pyramidal, c'est parce que l'équilibre garnissage chocolat n'est pas du tout le même. Si tu as un carré, t'as pas le même équilibre garnissage chocolat. Et comme on a des chocolats hyper intenses... jusque là le raisonnement, quoi. Alors c'est pas sur 100% des produits, tu vois, on a un fondant au chocolat, le fondant au chocolat, il est rond. Enfin, c'est un fondant au chocolat, quoi. Là, mais pour moi, du coup, là, il n'y a pas de recherche esthétique. Mais quand il y a une idée d'esthétique, j'essaie que l'esthétique serve le propos. Le propos peut être varié, ça peut être le goût, ça peut être un aspect ludique, rigolo. Tu vois, par exemple, à la Saint-Valentin, on avait fait des chocolats vus de haut qui ressemblaient, tu sais, aux cocottes en papier. Avec l'idée... En ce moment, il y a des trucs qui sont assez populaires. C'est des jeux où tu poses des questions à ton partenaire en couple pour se découvrir et tout. Et du coup, en dessous des chocolats, on avait mis ces questions-là. Donc, tu vois, il y avait un esthétique, mais qui, dans le cadre de la Saint-Valentin... Attends, j'arrive, je vois un mot. Voilà, l'esthétique sert le propos. Et là, par exemple, tu vois, pareil pour la collection de Pâques, où les bûches, ça a tendance à être des trucs où c'est un peu la course qui fait le plus bel œuf. Sauf qu'en fait, tu vois, je trouve qu'au bout d'un moment... En fait, il y a tellement plus de limites quand tu veux faire le plus beau que moi, en fait, ça me submerge complètement et je sais plus où aller parce que
En fait, il n'y a pas de limite au beau. Ouais. Et il n'y a pas de direction. Enfin, tu vois, donc moi, c'est pas un truc qui me parle. Donc pareil, là, tu vois, on a fait une collection qui est assez, pour le coup, qui a un propos qui est assez engagé. Oui. Ce qui n'est pas du tout le cas sur toutes les collections, tu vois. Mais donc là, en particulier, je suis partie du thème de donc Pâques. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'oublient, mais au départ, Pâques, c'est on fête la résurrection et la renaissance de Jésus. Je sais plus à qui j'ai ça, le fois qui me dit « Ah ouais, c'est vrai ». Je pense, oui. C'est fou. je pense, tu vois, et du coup, en fait, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à qui ça parle pas, dont moi, hein. Je respecte tout à fait les gens à qui ça parle, mais je veux dire, moi, ça, c'est pas des sujets qui me parlent particulièrement. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quoi, en fait, aujourd'hui, c'est quoi le sens de la Renaissance aujourd'hui dans nos sociétés au quotidien, tu vois. Et du coup, ce que j'ai choisi d'aborder à travers la collection de Pâques de cette année, c'est le thème de la renaissance des femmes. Pourquoi des femmes ? Parce que dans le quotidien, vu que c'est le groupe le plus discriminé et privé de ses droits à l'échelle mondiale, qu'on soit féministe ou pas féministe, en tout cas, c'est un fait, tu vois. C'est factuel. Voilà, c'est le groupe qui va le plus communément privé de leurs droits discriminés et du coup qui subissent le plus de problématiques qui génèrent un besoin de renaissance. Et l'idée, c'est de se dire, c'est d'étudier les axes à travers lesquels cette renaissance arrive. Je te la fais courte. Mais il y a... Après, si tu veux la faire longue, moi, j'ai pas de problème. Hein, Il y a l'acceptation, donc accepter quelque chose qui a été difficile et pour continuer à avancer. Il y a la rupture, donc c'est prendre une décision radicale pour avancer. Ouais. Et il y a la mue, qui est une transformation progressive qui te permet de dépasser une difficulté. Et du coup, on a choisi ces 3 axes-là, qui sont des axes identifiés en psychologie, pour orienter l'esthétique des œufs. Donc j'ai un œuf qui va symboliser l'acceptation, c'est celui qu'on est en train de faire. Oui. L'acceptation, parce que justement dans l'art du kitsunji japonais, tu mets en valeur les cassures, au lieu de chercher à les oublier. On a la rupture. Attends, j'en ai un là, donc je te le montre. Paf. On a la rupture qui est un œuf comme ça qu'on va venir couper au couteau en s'inspirant des œuvres de Lucio Fontana, qui est un artiste qui découpe ses toiles au tableau, qui a fait 1000 autres choses, mais son travail le plus connu est ça, et qui symbolise la rupture dans l'art aujourd'hui. Et donc pareil, avec cette idée du geste radical. Tu vois, c'est pas la rupture amoureuse, c'est la rupture, c'est moi, je prends la décision de faire quelque chose qui va m'aider, quoi. Donc il y a celui-là, et il y a le dernier, c'est la mue, où là on s'est inspiré des œuvres en dentelle d'Yves Saint-Laurent. La dentelle que je trouvais intéressante dans ce concept, parce que c'est un clair-obscur, tu vois, c'est une peau qui en cache une autre, qui va se dévoiler en fin de journée. Donc on reprend ça. On fait pas toujours des sujets, tu vois, aussi forcément réfléchis. Mais là, t'en avais... Là, c'était là, j'avais envie, là, j'avais envie, et parce que ça permet de mettre en avant des sujets qui sont importants pour moi, le soutien et la mise en avant des femmes. Ça permet aussi de me donner un cadre, de donner une réflexion à ce truc de Pâques où on finit juste par acheter des œufs parce qu'ils sont jolis, et en fait, je sais pas, tu vois, il y a une sorte de... de vide, en fait. Une sorte de vide. C'est ça. C'est-à-dire que tu voulais pas cette société un peu consumériste, tu disais, je vais aussi mettre en avant quelque chose d'important pour toi. Ouais, c'est ça. Quelque part. Ouais, c'est ça. Et je trouvais que Pâques, particulièrement intéressant pour mettre en avant ce terme de la renaissance des femmes, parce qu'en plus, on travaille quand même, le symbole de Pâques, c'est l'œuf, tu vois. L'œuf, c'est quand même très connoté, fertilité, naissance, rôle dévoué à la femme. Donc je trouvais que tout ça matchait bien, tout en gardant... On fait du chocolat, les gens ils ont envie de se faire plaisir, les gens ils ont envie de couleurs, de belles choses, donc tout en gardant l'idée de se dire la première chose quand la personne elle voit l'œuf, ça doit être « oh il est beau » quand même, tu vois, parce que le client va quand même chercher ça, et « oh j'ai envie de le manger ». Donc ça, le « oh j'ai envie de le manger », ça vient avec ce qu'il y a à l'intérieur, donc on l'a garni du rocher que je t'ai fait goûter tout à l'heure pour la rupture, parce que tu vois, il est au rhum, donc il envoie un peu. Le kitsunji, on le garnit avec des chocolats au jasmin, à la fleur de jasmin, donc pour rappeler le thème japonais, et aussi parce qu'on travaille avec
La Maison des 3T, je ne sais pas si tu connais. Oui, dans le... Ouais. Pas Monge, mais dans ce coin. Exactement. Ouais, bah, c'est ça. Exactement. J'ai eu une révélation là-bas une Bah, fois. C'est dingue. L'endroit est- moi, j'ai eu un avant-après du thé avec, oui. avec Maître Tseng, qui est la première femme. Maître Thé. Exactement. Donc, tu vois, la boucle est bouclée. Et qui, en plus, est une personne fascinante parce que... alors, tu sais qu'elle m'a très sérieusement dit que quelqu'un qui sent un peu des pieds dans les chaussures, elle peut le sentir. Et je sais que c'est vrai. Elle est fascinante. Elle fait des dégustations d'eau où elle te dit la compo de l'eau. Minéraux, je ne sais quoi et tout. Oui. C'est waouh. 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 Oui. Et par exemple, tu vois, elle était venue au salon de thé de mon père à l'époque. C'est comme ça qu'on l'avait rencontrée. Et elle lui avait dit, votre tarte citron, vous mélangez la crème avec un fouet en inox. Oui. Ça se sent. Et oui. Ah, le côté. Elle sentait quoi? Un côté un peu ferreux ou Exactement. Et depuis, dans la crème citron, plus d'inox, Comment plus de Comment fer. alors le fouet alors il est comment du coup Soit Maryse, soit une spatule en bois. Et jamais on l'aurait remarqué, mais si tu comparais les deux à côté, oui. Et elle avait dit ça en mode, je peux parler au chef, quoi, tu vois. C'est dingue ça. Ouais, Eh ben, c'est une femme qui est merveilleuse. à partir 77, ma fille hier m'a fait figure-toi, une tarte au citron meringuée. Ouais. Eh ben, elle l'a pas fait au fouet. Elle m'a dit non, celui-là je l'aime pas. Elle l'a fait avec spatule en bois. Bah, tu vois, et bah, tu lui diras que c'était un bon call. Je vais lui dire. Ouais. Oh, le truc de fou. Ouais. Et donc, c'est une femme fascinante. Voilà, donc je suis ravie en plus de bosser avec son produit sur ça. Et voilà. Et en plus, au passage, je viens de te dire une des dernières choses qui caractérise notre maison, c'est les inspirations. Moi, je m'inspirais énormément de ce que j'ai eu la chance de toujours avoir autour de moi, puisque j'ai grandi à Paris. Et Paris est une ville extrêmement culturelle et riche, il y a quand même beaucoup de riche. choses. Voilà, riche, c'est ça. parce qu'en termes d'éléments, que ce soit de la culture, de la mode, de la gastro, tout ce que tu veux, il y a de quoi faire. Et il y a un truc, tu vois, une des différences, on en parlait tout à l'heure avec papa, une des différences, papa, c'est vraiment un homme de produit. Moi aussi, je dirais que c'est ma base, mais lui, vraiment, il est plus terroir que moi, tu vois, je pense. En revanche, moi, je suis une passionnée d'artisanat, de tous les artisanats. Enfin, passionnée, non, je suis passionnée de chocolat, mais j'ai une fascination pour tous les artisanats. Ça peut être la broderie, ça peut être la taille de pierre, ça peut être... je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans tous les artisanats et du coup, j'essaye de l'intégrer un peu... Enfin, tu vois, je ne fais pas forcément exprès, mais... Et alors, si je reprends ce que tu m'as dit, comment tu fais, toi, pour sourcer les produits? C'est les artisans ou qui viennent te voir ou... Il y a les deux. Il y a des gens qui viennent évidemment des marchés, heureusement, parce qu'on a... Bah, tu peux pas tout connaître non plus. Et puis t'as pas le temps. Et puis les bons fournisseurs, ils sont jamais sur Internet. Jamais. Enfin, une fois que tu as leur nom, oui, mais cherche des bonnes noisettes et tape noisettes sur Google, tu vas jamais trop... Enfin, ou alors tu as de la chance, hein. Mais moi, c'est hyper compliqué en plus de chercher comme ça un fournisseur. Donc, comment se fait? C'est soit le démarchage, soit en allant manger quelque part, tu goûtes un truc et tu demandes. Moi, il n'y a que comme ça que... C'est comme ça que tu... Ah ouais, j'ai que comme ça que j'ai eu... tu vois, par exemple... je travaillais pour la farine que j'utilise très peu parce que je fais pas de gâteau, mais le peu que j'en ai fait, c'était parce que j'avais demandé à Manon Fleury en goûtant quelque chose chez elle, qui est une chef, où est-ce qu'elle s'était sourcée. Pareil, j'avais goûté des super tomates dans un restaurant, mais vraiment des tomates que j'avais jamais goûté ça. Et j'ai dit, mais elles viennent d'où quoi ces tomates, c'est fou. Et du coup, j'ai rencontré une agricultrice qui s'appelait Lola Perrier, qui après m'a fourni les herbes aromatiques, parce que j'utilise pas la tomate, mais j'aimerais bien, cela dit. ça pourrait. Ouais, j'aimerais trop. Tu vois, les orangettes, j'aimerais trop faire des orangettes à base de tomates. J'ai pas encore eu le temps de... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ce serait cool.
J'ai pas encore eu le temps de m'y pencher, puis il y a beaucoup d'eau dans la tomate. Et... Ouais, ça marche, c'est sûr. Tu vois, par exemple, Passard, il faisait ses tomates aux 1000 saveurs. Donc vraiment un abord sucré, caramélisé et tout, je pense ça. Ouais. Juste la tomate, ça n'a pas énormément de goût, donc peut-être que le chocolat peut prendre le dessus, mais je pense qu'il y a il y a quand même, enfin, c'est une idée que peut-être je ferai jamais. Eh ben, transition toute trouvée. C'est le moment où il faut que tu me racontes. Tu parlais de goût. Comment tu fais, toi, pour une concentration de goût comme ça? Comment, par exemple, sur la tomate, tu dis la tomate, elle n'a pas de goût. Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour arriver à avoir un goût de tomate? La tomate, c'est pas facile parce que c'est beaucoup d'eau. Ouais. Et je l'ai pas assez travaillé, donc je ne serais pas apte à te répondre. En revanche, la première chose que j'ai faite, c'est de supprimer tout ce que je considérais comme des dilueurs de goût. Qu'est-ce que c'est pour moi? C'est la crème et le beurre. Donc la ganache, une ganache en chocolaterie, en pâtisserie, c'est de la crème plus du chocolat. Après, tu peux ajouter du sucre, tu peux ajouter du beurre, tu peux ajouter... Mais la base, c'est ça. Pour moi, utiliser de la crème, j'adore la crème, j'adore le beurre, hein, mais dans ce cadre-là, c'est comme si tu mettais de la crème dans un jus de citron. Tu vas complètement diluer ton jus de citron. Ça peut faire une très bonne sauce par ailleurs, hein, mais le goût est complètement dilué. Du coup, moi, quand j'ai ouvert ma chocolaterie, je me suis dit, je veux des goûts concentrés, donc j'enlève la crème, j'enlève le beurre. Et je travaille soit avec des eaux infusées. Donc, par exemple, pour ma ganache à la menthe, je fais comme un thé. Tu vois, je fais de l'eau, du chocolat et la menthe. Je laisse infuser 24 à 48 heures. Et voilà. Et toutes mes ganaches aux herbes, on utilise de l'eau. L'eau remplace quel ingrédient? La crème. J'arrive pas à me rendre compte que ça... Et tu mets de l'eau, c'est dingue ça, dans le chocolat. Et en quelle proportion? Des jus de fruits. Par exemple, ma ganache au citron, c'est du jus de citron. Ma ganache au calamansi, c'est du jus de calamansi. Ma ganache au gingembre, je prends la racine de gingembre, je la fous dans l'extracteur à jus et je mélange ça au chocolat. Mais c'est une part infinie quand même, enfin très peu, très pour l'eau. Ah non. Ah bon, c'est beaucoup? Bah, une ganache, t'as à peu près, une ganache classique. Vas-y. C'est à peu près le même poids de chocolat noir que de crème. À peu près. Ok. À peu près. Donc t'es à moitié-moitié. Ok, 50-50. Ouais. D'accord. Sur l'eau, j'en mets un peu moins parce que j'ai pas tout le gras avec, donc j'ai que... La crème, c'est de l'eau, du gras, hein, en gros. Donc moi, j'ai mon eau. Je dois en mettre un tiers de mon pot de chocolat, à peu près. Mais c'est des eaux, là, comme ça, si je te dis de l'eau, c'est des eaux qui sont travaillées. En fait, ce que je fais, c'est que je prends mon chocolat, je mets de l'eau qui va faire fondre le chocolat. Mais ça, comme une ganache, si tu veux avoir une texture crémeuse, tu es obligé d'avoir un liquide. Quand tu mets de la crème, dans la crème, quand tu as une crème à 30%, ça veut dire que tu as 70% d'eau. Et 30% de matière grasse, tu vois. Donc dans toutes les ganaches, tu as de l'eau. C'est juste que moi, j'ajoute pas la matière grasse. C'est marrant, t'as un peu l'approche là, comme ça, c'est plus l'approche d'un chef salé qui fait un fond de sauce et qui va te dire voilà, j'ai mon produit, mais je vais le faire travailler avec ça. Ça va infuser, ça va prendre. Toi, c'est cette approche-là que tu as fait pour le chocolat. Ouais. Et après, on ajoute les épices, les herbes, ce que tu veux. Et mon mélange liquide chocolat, il infuse 24 heures en général. Ils infusent 24 heures, ça peut être avec l'épice, anis étoilé, cannelle, ce que tu veux. Ça peut être avec un poivre, ça peut être avec des herbes. Les herbes, c'est un peu touchy parce que faire infuser une herbe 24 heures, tu vois, après, elle a une sale gueule. Ça marche pas avec toutes les herbes. Il y a des herbes, quand tu les fais infuser, elles ont un goût d'épinard, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc on s'adapte en fonction du produit. Tu vois, à la rentrée, on avait fait une ganache à la feuille d'huître. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une feuille trop stylée. C'est une feuille qui pousse sur terre et pas dans la mer, mais qui a un goût de huître. Ah oui, ok. J'ai déjà goûté ça. On en parlait du resto là, dans le 11e. Tu vois, ça commence par un S, on mange pas plus. C'est ça, exactement. J'ai dû en goûter là ça déjà. m'étonne pas. Et elle a vraiment un goût de et huître. effectivement, tu as un goût d'huître. Une texture un peu sèche, si je m'en souviens bien. Ouais. Et un goût d'huître, un truc qui c'est flagrant. Oui, et tu te dis, ça pousse sur la terre, c'est impossible, quoi. Et du coup, ça, on l'a mis
Alors ça, par exemple, si tu le mets avec de l'eau à 30 degrés, c'est comme ça qu'on fait nos infusions d'habitude, bah, elle est ruinée, elle n'a pas de goût. Donc elle, par exemple, ce que je fais, c'est que je fais fondre mon chocolat sans l'eau, je la coupe en petits bouts et après je le bloque au froid dedans pendant 48 heures. Et du coup, c'est le chocolat qui infuse directement sans l'eau. Tu as des ingrédients, mais c'est pour ça il faut un peu connaître ton ingrédient. Ouais, et puis il faut tester tout ça quand même Ah bah oui. Ou tu sais toi? Non, t'as besoin de tester? Ouais, bah, au début déjà j'ai fait énormément de tests, moins maintenant, mais au début j'ai fait énormément de tests parce que faire du chocolat sans crème et sans beurre, c'est pas facile. Oui. Enfin, si tu veux qu'il soit aussi bon que Patrick Roger, mon père, tu vois. Après, pour qu'il soit pas bon, c'est facile, mais comme moi, l'idée, c'est une recherche de puissance gustative, je veux pas que ça se sente quand les gens y mangent. Tu vois, c'est pas, je veux pas que ça ait le goût d'un truc sans. Oui. Ça, je te confirme que c'est pas le cas. Ouais. Donc, c'était énormément de... En recherche et développement, tu as dû passer, tu as dû te faire des nœuds au cerveau au début en te disant comment... les ganaches. Les pralinés, qui sont un fruit sec caramélisé, c'est la base, tu vois, du praliné. Ben, ça, c'était un peu plus rapide. Mais la ganache, c'était long. Donc la ganache est plus dure à faire que le praliné? Sans crème, ouais, parce qu'une ganache sans crème, ça n'existe pas. Ouais, c'est comme si je te disais un praliné sans fruits secs. Cela dit, on a fait un praliné à base de céréales aussi. Donc ça, c'est hyper cool. Sans fruits secs. Trop cool, ça. Pour les gens qui ne peuvent pas manger de fruits secs. Et même pour les gens qui peuvent en manger, c'est un best-seller. Parce qu'en général, c'est quoi? C'est noisettes, pistaches? Noisettes, pistaches. Nous, on utilise aussi noix de macadamia, noix de pécan. Ah oui, bien sûr. Et toujours, on les associe avec... Enfin, toujours. Sur la gamme des pyramidions, pareil, avec des fruits secs, avec des épices. Et là, du coup, sur les pralinés, je travaille beaucoup les huiles infusées. Tu sais, les huiles infusées comme les huiles piquantes, comme l'huile au basilic qu'on a l'habitude de voir, que tous les chefs se servent, mais intuitivement, les gens pensent souvent au resto italien. Oui. Ouais. Donc on fait ça, on en a plein. On a plein d'huiles infusées où on met directement, je te dis, comme l'huile piquante dans les la pizzeria, quoi, ouais, voilà. On met directement, on laisse nos huiles. T'as des huiles, faut les enlever au bout de 2 jours. L'huile vanille, on laisse tout le temps parce que la vanille, ça n'infuse jamais trop. Mais... Et ta matière première, ton chocolat, comment tu le reçois? Il est comment? Ouais, alors ça, c'est un des trucs que je préfère. Au monde. Dans ma chocolaterie, c'est que je travaille avec Xoco, qui se prononce Choco, mais ça s'écrit XOCO parce que c'est à l'hispanique. Donc ça se prononce Choco. Qui est, je ne vais pas dire de bêtises, mais qui est un des seuls tree-to-bar au monde. Tree-to-bar, c'est quoi? C'est que c'est l'agriculteur qui va transformer la fève en chocolat. Et pourquoi c'est génial? Parce que ça fait que j'ai aucun intermédiaire entre moi et l'agriculteur. Et ça, dans la filière du cacao, c'est primordial parce que c'est une filière très complexe avec beaucoup de problématiques de conditions de travail humaines, de conditions de... On en revient à ton engagement un petit peu quand même. Ouais, non, mais ça c'est. Mais en fait, on travaille un produit exotique. Donc déjà, tu vois. Oui. Bon. Oui. Ça, mais tu vas pas le trouver à Brest. Ouais, c'est ça. Et c'est une filière où tu as beaucoup de problématiques humaines. Je te disais, travail d'enfants, mauvaises conditions de travail, surexploitation, où tu as des problèmes environnementaux parce qu'on déforeste beaucoup pour faire l'agriculture intensive. Voir les deux dans certains cas. Voir les deux, ouais. Et le problème, c'est que c'est une filière hyper opaque. Donc en fait, quand tu es un petit volume, ce qui est mon cas, un gros volume, c'est Nestlé. Enfin, tu vois. Donc même un artisan qui marcherait mieux que moi, c'est un petit volume, tu vois. Et ben en fait, tu n'as pas accès directement aux plantations. Tu as accès à des gens qui s'appellent des sourceurs, qui eux-mêmes peut-être sont passés par un intermédiaire, peut-être un autre. Tu pourrais pas, toi, prendre ton billet d'avion, aller je sais pas où, je fais n'importe quoi, en Amérique centrale, aller voir un gars ou une femme et lui dire tiens, ton chocolat gringo, je l'adore, et hop. Tu pourrais dans l'absolu ou pas? Dans l'absolu, ça doit être possible. C'est énormément de travail. Ouais. 2, il faut quand même qu'on t'ouvre la porte sur place. Oui, c'est ça. Il faut faire des audits, des analyses. C'est hyper...
touchy. Et puis dans les faits, franchement, ça n'existe pas. Les gens qui vous disent ça, pour moi, c'est du bullshit. Donc c'est quoi? C'est des sortes de grossistes du coup à qui tu as affaire, des distributeurs? Souvent, c'est des revendeurs. Ok. Du coup, en fait, ton sourcing tu peux être un excellent torréfacteur, faire du super bon chocolat, mais tu as une transparence zéro. Et du coup, Xoco, moi, je travaille en direct avec l'agriculteur, qui en plus, au départ, était structuré comme une fondation, parce que la personne qui a créé ça, qui s'appelle Franck, son truc au début, c'est pas que c'est un passionné de chocolat, c'est que c'est un passionné de son pays et qui a dit, moi, Honduras, en l'occurrence, Nicaragua. Enfin, ils sont implantés au Honduras, au Nicaragua. On a le cacao. Le cacao, c'est une filière rémunératrice. Sauf que, en vrai, comme généralement les agriculteurs, c'est le premier maillon de la chaîne et qu'il y a 1000 intermédiaires. C'est pas eux qui gagnent de l'argent. C'est pas eux qui bénéficient de la valeur. C'est tous les intermédiaires qui se sucrent au passage, quoi. Voilà, exactement. Et eux, on les compresse à mort, donc ils doivent faire du volume, donc ils font venir... ils font la merde. Voilà, c'est ça, exactement. Sans vouloir le... Exactement. Et du coup, Franck, il s'est dit, moi, je veux qu'on garde la valeur ajoutée. Du coup, non seulement mes agriculteurs, ils vont faire pousser le cacao, mais en plus, ils vont transformer le chocolat. Et c'est un truc, comme ça, tu vois, ça paraît logique. Et ça n'était pas quand il a créé ça. C'est le seul. Il y a peut-être 5 Tree-to-Bar dans le monde. Ah oui. Il y en a peut-être 5. Et est-ce que toi, d'un point de vue gustatif, le fait que quelque part, tu as l'arbre traité à la source tout de suite, j'imagine que ça a aussi une différence. Si c'est ramassé, c'est mis je sais pas quoi, envoyé je sais pas énorme. Où et la traité. Ils ont avec tout ça, ils ont avec tout ça une philosophie aussi qui est de traiter et qui marche du coup avec moi le moins possible la fève. Donc elle est très peu torréfiée, elle est très peu conchée. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est un truc classique de l'industrie du chocolat. Elle est comment du coup quand tu la reçois, toi? Moi je la reçois en bloc. Moi, je la reçois en bloc, ce qu'on appelle la liqueur de cacao. Liqueur, ce n'est pas alcoolisé, c'est juste du chocolat à 100%, c'est le terme technique. Après, tu ajoutes ton sucre, ton lait, ou pas, ou toi, c'est directement cacao 100%. Mais ça ressemble à du chocolat. Et ça va être, c'est pas mangeable, 100%. Moi, j'aime pas. Après, tu as des gens qui aiment. Moi, je trouve que c'est trop fort. Trop amer, trop quoi? Ouais, trop amer. Mais bon, celui de Xoco est vraiment différent parce que c'est vraiment tout un écosystème assez particulier. C'est aussi les seuls qui plantent en variété dans le monde du chocolat, du cacao. Je ne sais pas pourquoi on ne plante pas en variété. Donc c'est comme si sur un champ de pommiers, tu avais et des Pink Lady, et des Gala, et des Granny Smith, et des Gold Rush, et tout mélangé d'un pommier à un autre, et qu'on appliquait les mêmes conditions à tous les pommiers, alors que du coup, nécessairement, à la fin, tu vas avoir des pommes pourries, des pommes qui ont eu trop d'eau, des pommes... bon, voilà. Mais je sais pas pourquoi, dans le chocolat, on ne considère que l'origine. C'est-à-dire que tu vas tout le temps entendre « c'est un pure origine, c'est un Madagascar, c'est un bidule, c'est un machin ». Tu n'entends jamais la variété, tu vois, parce que c'est planté en multivariété, ce qui fait qu'on applique des traitements similaires à des fèves qui ont des propriétés différentes, et ce qui induit des défauts au moment de la torréfaction. Parce que, image très simple, si tu as différentes fèves, une grosse, c'est pas comme ça la taille, mais une grosse comme ça et une toute petite comme ça, si tu les récoltes en même temps, ça veut aussi dire que tu vas les torréfier en même temps, ça veut dire qu'il y en a une qui va être sous-torréfiée et une qui va être sur-torréfiée. Oui, forcément. Et du coup, il faut corriger ces défauts-là, qu'on peut corriger par le sucre, par le process de conchage que je te disais, qui est un process qui permet d'enlever du goût, et d'enlever les mauvais goûts, mais tu enlèves aussi du goût avec. Et toi, ça, enlever du goût, tu dois pas... ça va pas être possible, ça. Mais, à part Xoco, c'est les seuls qui plantent au monde, pour le coup, c'est les seuls au monde à planter en monovariété. Donc, c'est les seuls à pouvoir très peu torréfier un chocolat et ne pas le concher. Ce qui fait que tu as un goût très végétal et tu as un goût que certains... chocolatier à l'ancienne qualifierait presque de fermentaire, parce que tu sens vraiment le côté... tu sens que le chocolat vient d'un fruit. Parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même que le chocolat, à la base, c'est fait à partir d'un fruit. Et sur les fèves et le chocolat de Xoco, tu le sens, et pour moi, c'est les seuls. C'est les seuls. Donc, tu vois, c'est vraiment un des trucs que je préfère... Donc, je résume, ta philosophie, c'est un chocolat... au-delà du côté environnemental, humain, éthique, etc., c'est
un chocolat très particulier, Oui. préparé dans un truc pour avoir une concentration de goût incroyable. Oui, oui, oui. Une fabrication qui est aussi différente, Oui. là aussi pour la concentration du goût. Oui. Tout ça avec un sourcing produit pour arriver à ces trucs-là qui sont... T'as quand même les trois là, t'as rien lâché sur les trois quoi. Non. Et en plus, on a ajouté toutes les choses qui me tiennent à cœur, l'esthétique, le travail précis, les choses comme ça. Donc voilà. Après, on essaye de faire au mieux. Hein, Et pour arriver à l'ouverture, alors ici, parce que ça, on n'en a pas parlé juste rapidement, mais c'est comment tu as fait pour trouver pourquoi ici, donc entre Opéra et le Louvre, pour résumer. Je ferme la porte parce que j'ai froid avec le courant d'air. Pourquoi ici, alors, tu as trouvé ça par hasard? Tu avais volonté à être dans ce quartier ou pas du tout? Comment tu l'as... Oh, c'est quoi cette petite chose là? Bon, je fais le même que tout à l'heure, mais j'ai trop faim. Oh, merci. Ah bah, moi j'aime bien quand t'as faim. Et ben au début, il est trop bon celui-là. Le rhum, il est énorme. Le rhum, oh là là. Et ça, ce qui est trop cool, c'est que les gens, d'habitude, ont une aversion pour le chocolat à l'alcool. Dès qu'on dit chocolat rhum, ah non, j'aime pas les chocolats à l'alcool, et après, quand ils le goûtent, ils l'adorent. Donc ça, c'est trop cool aussi. Au début, j'avais dit dans Paris, pas Saint-Michel, pas Opéra, parce que je me suis dit, c'est des quartiers qui sont trop touristiques. Et au début, je pense qu'il faut une clientèle locaux. Ouais, pour que ça fonctionne, parce qu'en fait, les touristes, sauf à ce que tu sois un magasin de souvenirs, mais sinon, ils vont chez les gens qui sont connus, tu vois. Donc, je pense pas que tu bâtis une clientèle avec du touriste, sauf si, effectivement, tu as une brasserie à côté d'un lieu touristique. Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois. Mais quand t'es pas quelque chose de prime abord dédié au tourisme, tu vois, et les touristes, ils vont chez Pierre Hermé, chez Cédric Grolet qui est juste à côté, mais si c'est un nom qu'ils connaissent pas, ils vont pas venir. Donc au début, j'avais dit pas cet endroit, mais j'avais tous mes critères, c'est-à-dire je veux que l'atelier soit derrière la boutique, je veux que ce soit au même niveau. Oui, donc toi, tu avais des critères en plus, on va dire architecturaux et de praticité, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je veux quand même que l'atelier soit un peu... je voulais qu'il soit attenant à la boutique, mais je voulais pas qu'on soit dans la boutique non plus, parce que sinon, tu vois, tu peux avoir l'impression de tout le temps bosser en vitrine, ça peut être... Je trouve que le lien est trop important, mais il faut quand même qu'on puisse avoir l'impression d'avoir... L'indépendance. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, l'agent IMO avec qui j'avais bossé, il m'a dit, viens, j'ai un truc à venir de l'Opéra. Je lui ai dit, non, c'est bon et tout. Il m'a dit, viens quand même, parce que c'est collé à la pâtisserie de Cédric Grolet, donc ça fait un bon voisin, tu vois. Et c'est exactement ce que tu recherches en termes de superficie, de prix, de machin, de trucs et tout. Donc je suis venue et effectivement, j'ai trouvé le lieu topissime. Il y a effectivement Pierre Hermé et Cédric Grolet juste à côté. Et ça, je trouve ça trop bien. Parce que je trouve que c'est important d'être entouré de... C'est pas un jugement d'appréciation ou quoi, mais d'être entouré par des gens qui ont un positionnement équivalent. Alors bien sûr, c'est trois maisons qui n'ont rien à voir, c'est pas ça que je veux dire, mais dans la tête des gens, tu vois, ça va être des belles maisons de pâtisserie, de chocolaterie, de je ne sais quoi, et je trouve ça trop bien d'être... Ouais, t'es associé quelque part à l'image aussi, quelque part, en étant là. Ouais, quoi. voilà, tu vois, comme Avenue Montaigne, t'as toutes les marques de luxe. J'allais dire, t'as Chanel, Vuitton, etc. Voilà, c'est ça. etc. Après, chacune est hyper différente l'un de l'autre, mais en tout cas, elles se foutent toujours à côté. Oui. Tu vois, elles se foutent toujours à côté, alors que c'est pas les mêmes groupes, c'est pas la même clientèle, c'est pas les mêmes trucs. Et au contraire, je pense que c'est bien d'être avec ses pairs plutôt que isolé. Voilà. Donc c'est vrai que c'est deux éléments qui m'ont convaincue. Et en fait, je suis super contente parce que Opéra comme ça, t'as l'impression que c'est hyper touristique, mais il y a aussi dans les environs énormément de bureaux. Donc on a... Ouais, donc avec le recul, là, 3 ans après, tu dis que c'est bien fait. Oui, du coup, c'est le bon équilibre parce qu'il y a une énorme clientèle locale. Il y a le quartier japonais juste à côté. Les Japonais, ils aiment beaucoup ce qu'on fait. Ils aiment beaucoup, de manière générale, la gastronomie française. Le chocolat, c'est des fanatiques de chocolat, les Japonais. Ouais. Et ils ont la culture du cadeau. Donc quand ils viennent en France... Oui.
Ils repartent avec un petit gift pour offrir. Ouais, voilà. Et ils aiment beaucoup ce qu'on fait parce que c'est assez précieux, c'est assez délicat et du coup, je pense que c'est une esthétique qui leur parle un peu. Et puis au niveau des saveurs aussi, ils aiment bien les choses un peu parfois différentes. Donc voilà, c'est le bon. Je pense qu'en fait, c'est un bon endroit. Et là, je cherchais une deuxième boutique et je peine beaucoup à trouver un lieu. Donc, Ah mince. Ouais. T'as une envie de l'autre côté de la Seine, rester. Franchement, Là, je sais pas. Tu sais pas. Non, je sais Tu pas. cherches. Ouais, je Et t'as pas de coup de visite. cœur et t'as Non. pas de. J'ai des trucs dans le Marais. Dans le Marais, il y a du monde, mais je sais pas. Non, je sais pas. Peut-être le. Non, je sais pas. Est-ce qu'on ne terminerait pas dans la boutique comme ça, tu nous montres Ouais. On termine comme ça, Giorgio, tu nous suis? On utilise plusieurs couleurs successivement qu'on vient de travailler. Par exemple, tu vois, tu as le jaune. Oui. Je vais mettre mon jaune comme ça dans le moule. Après, je prends un pinceau bleu, je mets le bleu à côté. Ok. Et tu les travailles successivement avant que ça ne sèche pour avoir cet effet fondu. Donc, le même système que tu as fait tout à l'heure où tu badigeonnais, c'est ça, on va sauf dire que qu'une derrière, seule je faisais le couleur, fond. sauf que là, tu fais des petites Voilà, c'est ça. touches comme ça, Ouais. ce qui fait que il n'y aura jamais deux grenouilles de la même. Non. On est d'accord? Non. C'est impossible. Oui, non, c'est impossible. C'est jamais exactement les mêmes, mais c'est pareil sur toutes nos pièces. Donc le triptyque d'œufs dont je te parlais, tu vois, tout à l'heure. Ici. Ouais. Attention, ça. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une œuvre d'une designeuse que j'adore, qui est une femme. C'est souvent des femmes avec qui je travaille. Qui a fait une installation de 300 pièces en verre soufflé. Et pour pas qu'on ait à percer le mur et tout machin, on les a mis sur des aimants. Mais du coup, il y en a plein qui pètent. Et il n'y a pas de lumière à Il n'y a l'intérieur? pas de lumière, non. Mais Mais c'est une question qu'on me pose souvent. Donc là, on a tout ce que tout ce dont tu parlais tout à l'heure. On a la collection de Papak plus le triptyque d'œufs. Donc nos pralinés, on les a à l'année, nos rochers, on les a à l'année, ça Oui. ce sont les truffes, ça ce sont les tablettes qu'on a à l'année également. Et ce qui est présenté au-dessus, c'est le triptyque de Pâques qui traite du sujet de la renaissance des femmes dont je te parlais. Oui. Et la mue inspirée des dentelles d'Yves Saint-Laurent. d'Yves Saint-Laurent, exactement. Voilà. Ça, c'est le triptyque d'œufs. Et à côté, on a des sujets. Un petit animal en chocolat, ça s'appelle un sujet. Oui. Bon, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Qui là sont vraiment plus pensés pour la chasse aux œufs, Oui. puisque c'est quand même l'activité première à Pâques Ouais. qu'on a disposée dans cette vitrine. Donc là, on a Voilà. Là, t'as la grenouille et le poisson. La grenouille qui est un peu la star de la collection parce qu'elle fait le lien entre la collection chasse aux œufs et les sujets de la Renaissance parce Oui. que c'est le symbole du renouvellement, la grenouille qui se métamorphose tout le temps, donc c'est la petite star de cette année. Ok. Le poisson, Mhm. les huîtres, je les adore. Les huîtres, c'est dingue. Hein. Je les adore. Alors, c'est pas du tout un trompe-l'œil, parce qu'en vrai, ça ressemble pas du tout à une huître. Enfin, je veux dire... Oui, c'est pas un. Ouais. D'accord. T'as pas une vraie huître comme ça que tu casses et que tu. Mais Ouais. je les adore, elles sont trop belles. Et c'est quoi? T'as quoi comme parfum dans ton huître là? C'est quoi Alors, ça? c'est 2 plaques de chocolat noir et au milieu, on a un praliné. Ça peut être soit macadamia, soit noisette. Pour Ok. la petite grenouille, elle est garnie de petites billes comme ça, là, que je trouve hyper pertinente parce que du coup, on dirait que c'est ses œufs. Trop stylé. Le poisson, il s'appelle Boula, mais sinon, c'est le poisson bonbonnière. Ils ont tous des petits noms. Hein. Ça, c'est Winae, ça, c'est Boula, ça, c'est les huîtres Sixtine. Et ça, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais c'est un boulot de dingue, les huîtres. Mais le moule, t'as fait comment alors du coup? Elle est sublime. Attends, je vais vous le chercher parce que Allez, c'est un vieux moule que j'ai acheté chez un antiquaire. C'est ça qu'on dit, un antiquaire? Ah oui, c'est ça. Je l'aime trop. Donc tu as trouvé un antiquaire qui vendait un vieux moule comme ça Ouais. d'un chocolatier. Il y a peut-être. Ouais. Et petite complètement anecdote, dingue, je ça. vais pas dire la rue pour pas spoil mon adresse, mais le fabricant de moules était dans la même rue que celle où je vis actuellement. Dingue. Voilà. Et en fait, j'adore ce moule parce que même le moule, il est beau. Tu vois, genre même quand tu travailles ça, même le moule, il est noble. Alors que maintenant,
coût de la matière et probablement facilité font que maintenant les moules sont en plastique. Non, mais ça, j'allais dire ça en termes de coût de fabrication du moule, le proto, etc. Ça doit coûter une fortune, quoi. Oui, et puis c'est lourd. Ouais, c'est ça. Et puis tu vois. Ah oui, merde. Oui. Ah oui, Tu vois, non, mais parce que les coquilles, elles sont pas grosses. Hein, t'as au moins 1 kilo là, le moule, facile. Donc pour mille et une raisons, voilà, les moules maintenant sont en plastique et c'est probablement mieux. C'est pas du plastique jetable. Hein. Les moules de chocolaterie, donc on les réutilise. Moi, j'ai les mêmes moules depuis que j'ai ouvert, sauf les nouveaux que tu achètes, mais je veux dire, voilà. Mais c'est un vrai bonheur de travailler avec ça. Et en plus, c'est sublime après ce qu'on en fait. Tu nous expliques la différence entre ces chocolats-là qui sont pâte et pyramide et ça c'est ton historique, cette forme-là. Ça, oui, c'est l'iconique. Enfin, c'est notre collection signature. Alors là, malheureusement, vous n'avez pas parce que la boutique est fermée, mais normalement, toute la vitrine est remplie de pyramidions comme ça. C'est ça. Mais on les garde pas en vitrine parce que... alors là, en gros, c'est les démos, mais ce qu'on met en vitrine, là, c'est ce que les gens vont vraiment acheter pour composer leur boîte. Donc on les range le soir. C'est pour ça que là, elles sont pas là. Mais effectivement, ça, c'est nos chocolats signature. Oui. Et alors, c'est une gamme, comme c'est la gamme gourmet sur laquelle on travaille beaucoup, les associations de saveurs, qu'on renouvelle le plus. Et tu vois, là, je suis à la présentation des éphémères du mois. Donc en ce moment, c'est Anis étoilé. Annette, Annette, c'est une tuerie, je vais te le faire goûter. Excellentissime. Annette et chocolat noir, jus de gingembre et citron. Alors là, tu vois, par exemple, ganache, jus de gingembre, citron. Je presse mes citrons verts. C'est citron vert en plus. Ah ouais, donc c'est encore plus marqué que le jaune, quoi. Ouais, il est trop cool. On découpe la racine de gingembre fraîche. Oui. Je la mixe, je filtre et après je mets avec mon chocolat. Ouais, donc tu mets ton chocolat à infuser dans Là, c'est même pas infusé, là, c'est le jus de citron et mixé avec du gingembre frais. Et on ajoute le choco et c'est tout. Donc, tu vois, c'est pour ça que tu as un goût. Le basilic dont je te parlais, ganache, chocolat au lait et cardamome fumé, assez particulier. Ouais, ça doit être aussi assez déroutant, ça. Cool. Et bon, noisette et café, c'est plus classique, mais bon, c'est quand même un éphémère du mois, donc on le met quand même. Comment te vient l'inspiration pour changer comme ça les parfums tous les mois, en fonction de tes envies, en fonction des produits, de la saison? La saison, évidemment. Les envies, les découvertes, parfois aussi le temps. Par exemple, entre décembre et janvier, c'était... Pas qu'on le pose, ça. Ouais, je vais reposer là-bas. C'était la même collection, parce que j'ai pas eu le temps de décembre et janvier. Ok. Parce que c'est la période la plus chargée de l'année, donc voilà. Et cette forme-là, là? Et cette forme-là, donc ça, c'est... tu vois, pareil, quand je te disais que l'esthétique a souvent un propos, ça, c'est notre collection de pralinés. Donc je dirais, c'est la collection la plus classique chez nous. Bien sûr, interprétée avec nos codes, donc tu as 80% de fruits secs, on n'utilise pas de sucre blanc, etc., il y a la peinture. Oui. Mais c'est la collection la plus classique parce que tu as des gens qui recherchent aussi ça et que moi aussi, parfois, j'adore juste un bon praliné pistache bien torréfié. Enfin, tu vois, juste la bonne pistache de Bronte bien torréfiée et tout. Du coup, cette collection, les cubes que tu vois là, oui, on est vraiment que sur le fruit sec. D'accord. Pistache, noisette, noix de macadamia et amande et vanille. Bon, parce que je trouve que l'amande seule, c'est un peu boring. Mais voilà. Et du coup, là, on est repassé sur une forme de chocolat plus traditionnelle. C'est ça. Les carrés. C'est carré, mais avec notre touche. Oui, avec le pyramide pour rappeler. Exactement. Pour rappeler la signature et évidemment la peinture, que là, on travaille en aplat. Donc, je trouve que c'est trop beau. Enfin, j'aime trop cette collection aussi. Elle est génialissime. Hein. C'est très, très joli. Hein. Ouais, elle est cool. Tu as vraiment une vraie patte, comment dirais-je, artistique, en effet. Ouais, C'est ton ADN aussi, quelque part. Ouais. Mais je pense que ça, c'est dans ma vie entière. Dans ma vie entière, j'aime que les choses soient... Je sais pas comment dire... attirante, belle. Oui. T'as un souci de l'artiste, pas de l'artistique, mais je vais trouver mon mot ou pas. Réponse dans moins d'une heure. Esthétique. Ouais. Merci Giorgio. Un souci esthétique. Oui. Après, ça peut être varié, ça peut changer, mais je trouve que moi, je prends plus plaisir, tu vois, quand c'est beau. Ouais.
quand il y a un ensemble. Mais je comprends que ça parle pas non plus à tout le monde, hein, qu'il y a des gens qui s'en fichent. Mais le beau peut venir de plein de trucs, tu vois. Tu peux avoir, tu vas en parler des vignes qui sont trop belles. Je veux dire, le beau n'a pas besoin d'être un truc aseptisé. Oui. Tu vois, carré et tout. Il y a du désordre super beau, il y a de la naturalité super belle. Un vieil olivier millénaire, c'est ça. Voilà, c'est complètement comme ça, c'est sublime, quoi. Ah non, c'est ça, tu nous as pas montré tes petits lapins là pour finir. Oui. Voilà, on s'est arrêté sur les huîtres. Les huîtres. Fanatiques. Ouais. Ça, lapinours, lapin-ours. Dans un sens, c'est un lapin, dans l'autre, c'est un ours. Ah merde, je viens d'avoir un flash. Banger. Mais oui. Ah, c'est dingue. Ouais, banger. Franchement, ça, je l'aime trop. Ah oui. Devant, il y a le chef des lapins. Donc, très souvent, je trouve que dans la chocolaterie, les moules qui existent, c'est parfois un peu cheesy, un peu kitsch. Donc là, le lapin, on l'a inspiré, forme hyper épurée. Le gars qui fait des ballons, là. Trou de nom. Énorme trou de nom. L'artiste Le hyper gars connu. qui fait... Jeff Koons. Voilà. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Donc tu vois, un truc un peu gonflé, un peu rond, un peu très sobre. Ça, il est dans sa piscine à boules. Je l'aime trop. Il a une bonne tête avec ses petits joues là. Il est mignon, hein. Génialissime, tu veux dire. Ouais, il est mimi. Ça, c'est les petites pâquerettes qu'on fait nous-mêmes. Pâquerette ici, les yeux ici. Ouais, c'est ça. Oui, Elles font kiki. Mais ça fonctionne hyper bien. Hein. Ouais, voilà. Et un truc. Tout ça, c'est garni? Oui, alors il y en a qui sont garnis de pralinés, il y en a qui sont garnis de fritures. Ok. Friture, c'est les petits bonbons à Pâques. Oui. Et nos fritures, elles sont particulièrement chic, je trouve. Donc ça, c'est notre sachet de friture. Ah ouais. Ce sachet-là est dingue, comme l'autre là-bas avec les œufs multicolores aussi, qui sont très jolis, que tu as aussi. Ah ben ici. les petits œufs, ça pour la chasse aux œufs, c'est oui, c'est banger, c'est clair. On a la version vide ou avec praliné selon les... Et là, ce que tu nous parlais, c'était ça dont tu nous parlais tout à l'heure. Je ne sais plus si on a parlé de ce grand... Non, je crois pas. Ah non, tu as raison. C'était avant le tournage. Ça, c'est un format... bon, on l'a fait en écrin parce que les gens nous demandaient, mais au départ, c'était juste l'équivalent de notre bar. Tu sais, si les gens ils veulent un truc emporté à manger tout de suite, pas forcément un écrin, tu vois. Oui, ça c'est hop, tu fais ça et sur la route, tu viens d'acheter le truc et là tu te régales. Et puis comme les gens aiment bien, il y en a qui nous ont demandé la petite boîte, donc on a fait la petite boîte. Mais au départ, c'est notre bar, quoi. Ouais. Pas de... Après j'en aurais fini au lieu des questions. Pas de guimauve chocolaté? J'aime pas la guimauve. C'est une question, hein, c'est pas un... Non, mais je sais pas une obligation. En plus, c'est hyper traîné en ce moment, mais je trouve ça mou et sucré, quoi. Et sans goût. Donc, mais je respecte tout à fait les amateurs de guimauve, mais juste, j'aime pas. Et je trouve ça trop dur de faire quelque chose que t'aimes pas. Et puis, si ça se trouve, dans 2 ans, je vais arriver et tu vas me dire alors, j'ai fait une guimauve sans sucre et qui a du goût. Non mais tu vois. Non mais archi possible. Et là tu diras alors j'ai fait infuser un truc, goûte-moi la guimauve et là je vais dire c'est possible, ouais. Jade elle déglingue ta guimauve et tu diras bah tu vois ça j'aime bien. Non il y a toujours des options possibles comme ça. Hein. Par exemple, mais même si j'aime pas trop non plus, mais papa je trouve qu'il a métamorphosé la pâte de fruits, tu vois. Si tu goûtes une pâte de fruits chez mon daron et n'importe où ailleurs. Si tu goûtes la phrase du jour. Si tu goûtes une pâte de fruits chez mon daron, la phrase du jour. Elle est banger celle-là. donc ouais, non, mais en l'état pour l'instant, ouais, non, la guimauve c'est pas un truc qui me... Je comprends. Bon écoute, en même temps, t'as déjà pas mal de trucs à faire à côté, non? Ouais, c'est ça, hein? Ouais. C'était génial de passer du temps avec toi. Je suis désolé de t'avoir embêté à 3 semaines de Pâques. Écoute, ça fait des petites respirations. Ouais, puis je voulais tellement... J'étais un petit peu fait chier de ça. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un poisson en boîte. On l'a pas vu celui-là. Mais c'est une autre couleur. C'est ça, c'est le même, ouais. Et ça, c'est comment ils sont conditionnés. Voilà. Mais on reste toujours sur des esthétiques assez simples et épurées. Sublime. Génial. Attends, tu vois. Parfait, tu peux tous les faire. Là, c'est comme ça quand on l'achète. Quand on l'achète, il sera comme ça. Oui. Giorgio, regarde-moi ce poisson en boîte, Giorgio. reviens, Yuki. Regarde-moi le poisson en boîte. Voilà, donc on fait un truc comme le reste, tu vois, assez épuré. On met rien autour, on met tout dedans. Super, merci. Et alors,
C'est marrant parce qu'il est un peu dans son aquarium, quoi. Ouais, c'est Tu vois, vrai. c'est génial. Non, mais habituellement, tu as toujours un truc autour, tu vois pas ce que tu as dedans. Là, Ouais. un poisson dans Ouais, son ouais. aquarium. Non, on c'est- les laisse en transparent. Il n'y a que les œufs où ils sont dans des grosses boîtes. En tout cas, Jade, mille merci de nous avoir Ouais, reçus. merci à vous. Parce que je me suis régalé à t'écouter et j'ai qu'une envie, c'est de tout goûter. Donc, on va couper les caméras. Perfect. C'est le but, c'est le but. Ouais, merci à toi. Avec plaisir. Oh, quel moment. Waouh. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je sais pas vous, mais moi je me suis régalé à écouter Jade. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écouter. J'adore ce qu'elle fait, je suis pas objectif, hein, donc je vous le dis tout de suite. Voilà, j'adore ce qu'elle fait et je pense que toutes celles et ceux qui ont comme moi goûté ces chocolats ne peuvent que adorer ce qu'elle fait. Il n'y a pas aucune discussion possible. Voilà. Donc quand on aime, qu'est-ce qu'on fait? On like, on partage, on commente. N'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, tous les vendredis à 18h, cling cling, il y a la petite cloche qui vous informe sur YouTube qu'un nouvel épisode est disponible. Si vous voulez, suivez-nous sur les réseaux aussi, sur Insta, pour aller voir des petites behind the scenes, des stories un peu rigolotes, comme ça quand on part en tournage. Voilà. Et puis, profitez, ce week-end c'est Pâques, donc mangez du chocolat, voilà. Faites des fêtes, promenez-vous, allez au resto, vivez quoi, amusez-vous. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode qui sera hyper chouette aussi. Je ne peux pas en dire plus, Motus, mais vous allez vous régaler. Je n'en dis pas plus. En attendant, joyeuse Pâques les amis. À toutes, c'était Toto. Allez, bonne fête Pascal. Et moi c'est Toto.